Finalement, elle déposera plainte et l'agresseur va reconnaître les faits. Peu de temps après, seul, il craque. Présenté à un juge pour enfants, il est actuellement sous contrôle judiciaire dans un foyer pour mineurs. Mardi 17 juillet, hôpital de la Conception à Marseille. Au service réanimation, nous allons rencontrer Louis, un grand-père de 83 ans qui vient de frôler la mort après avoir été agressé. Il a été roué de coups par un jeune homme, ce qui a provoqué une hémorragie cérébrale. L'agresseur lui a arraché son collier en or. Son petit-fils venait à peine de partir. Mais j'étais devant le couloir où ça s'est passé. Et j'ai dit, Pépé, bon, je vais travailler. Et comme il rentre dans le couloir, il y a un jeune dedans, il lui dit excusez-moi, il est passé le facteur? Et mon grand-père, il lui dit, bah, je vais ouvrir la boîte aux lettres, je vais regarder si le facteur est passé. Comme il s'est tourné, à coup de poing, il a arraché la chaîne, à coup de pied dans la tête. Des hommes, quoi, des vrais hommes, quoi. 85 ans. J'avais une grosse chaîne, moi, avec les brillants de ma pauvre femme. Ben, il m'a tapé, et puis je me retourne pour voir, il m'a donné un coup de poing. Et après, il est parti, je l'ai couru. J'ai couru derrière lui, mais juste 2-3 mètres. Hein. Et je suis tombé encore, et il m'a filé encore un coup de pied, il ne m'a pas attrapé. Il m'a redonné un coup de poing. Louis est né à Marseille en 1929, une ville dans laquelle il s'est longtemps senti en sécurité. Vous pensiez, vous, Pépé, que vous alliez vous faire arracher le collier? Pas chez vous, jamais, moi. Tout le temps, je me promenais avec le collier. Avant, on passait sur la Canebière, à minuit, 1h du matin, les gens, on allait à l'opérette, on voyait les opérettes, on montait la Canebière. Alors, messieurs, dames, ça vous a plu, c'est là. Maintenant, si vous le faites, on vous tue. Comme j'ai dit à mon grand-père, ça faisait 5 jours, Pépé, lève les chaînes, lève les chaînes. C'est la jungle, Marseille, maintenant. Ouais. Malheureusement, que tu veux faire, c'est la vie. Aujourd'hui, Louis est sorti de l'hôpital. Il souffre de fortes migraines. Louis est loin d'être la seule victime des arracheurs de colliers. Nous nous sommes procuré des images de vidéosurveillance. Cette première scène se déroule dans un bus. Les agresseurs font preuve d'une rare violence. Celui-ci saisit le sac d'un vieil homme avant de s'en prendre à son collier. D'après la police, 840 arrachages de colliers ont été recensés à Marseille depuis le mois de juin, jusqu'à 30 par jour. Ici, 3 jeunes entrent dans un bus pour arracher le collier du chauffeur. Pourquoi ces agressions se multiplient-elles? Quelles sont les filières de recel? Quel lien ces nouveaux délinquants entretiennent-ils avec les caïds des cités marseillaises? Marseille est la ville française qui a vu apparaître le phénomène de l'arrachage en 2010. C'est aussi ma ville natale. Je veux comprendre comment cette violence a pu émerger brutalement. Ces 10 dernières années, plusieurs milliards d'euros ont été investis dans la rénovation de la ville, mais la délinquance persiste. D'après la préfecture, les vols avec violence ont baissé de 2,5% en 2012. Mais cela représente pas moins de 6 000 faits. Commissariat de Bougainville, dans les quartiers nord. J'ai obtenu l'autorisation de tourner avec une brigade spécialisée qui traque les arracheurs. Mais il faut y aller. Un voleur vient de sévir. Il a été interpellé en flagrant délit par la BAC. La brigade spécialisée part en renfort. Vol arraché d'un individu décoloré en blanc. On peut avoir plus d'informations concernant ce vol? L'auteur présumé du vol est menotté dans la voiture. La victime choquée a disparu. On voit les deux gonzesses, on voit lui arracher le collier. Donc du coup, les collègues ont fait vite le tour, on arrive rue des Pyrénées. Ouais. Rue des Pyrénées, on est tombé dessus. Donc on l'interpelle. Ouais. Le problème, c'est qu'il n'a pas la chaîne sur lui. Écoute-moi, tu l'as mis où la chaîne? Je parle pas de français, monsieur. Pour t'arranger les histoires, tu l'as mis où la chaîne?
La chaîne que tu as arrachée de la fille. La chaîne, ça. C'est pas moi, Ça. voilà. Ils t'ont vu, les policiers. Tu l'as mise où? Cherche. C'est bon, elle est là, elle est là, elle est là. Nickel. Tu vois, il a balancé juste avant que je sorte. Avec la chaîne et l'interpellation en flagrant délit, les policiers ont assez d'éléments pour placer le jeune homme en garde à vue. Appelons-le Samy. Il est immigré clandestin. Il dit avoir 14 ans. C'est pas moi, voilà, c'est pas moi. Moi, ça va. Samy est conduit au commissariat de Noailles, sur la Canebière, dans le centre-ville. Et la journée est loin d'être terminée pour les policiers. Il n'est qu'à 11 h et déjà 5 arrachages de colliers viennent d'être commis à Marseille. 2 dans le nord, 2 dans le centre. Pendant qu'on était sur l'interpellation, il y a eu encore un autre un arraché. Non, ça n'arrête pas. C'est vraiment le gros fléau actuellement sur Marseille. Jade est enquêtrice. Bonjour, ça va? C'est elle qui va entendre le suspect. Bonjour. Ouais, c'est toi qui as fait l'affaire? Tu peux m'expliquer parce que moi Je suis tout seul avec moi. Ouais, c'est bon. Qu'est-ce qu'il y a eu alors? Donc nous, on passe rue des Vertueux. Oh, tu m'écoutes? Je parle pas le français. Tu parles pas le français? D'accord, ben tu me parles en français là. T'habites où? Je sais pas. Tu sais pas où t'habites? Voilà. Alors on y va? Malgré le flagrant délit, celui que nous avons appelé Samy va nier les faits. Donc là, t'as été attrapé pour un vol de collier? Non. Comment ça non? C'est pas toi? Ouais. C'est lui, le victime. Pourquoi? Il te faut une victime pour dire que t'as arraché un collier? T'as compris? Hein? Pourquoi tu me dis elle est où la victime? J'ai pas compris. Quand tu veux, tu comprends? Lui, le victime. Moi, arrache, lui, le victime. D'accord. Donc à côté de 13h20, tu es en garde à vue pour vol avec violence. Avec violence. Oui, arracher un collier, c'est un vol avec violence. En l'absence de la victime, le suspect espère sans doute qu'il sera libéré rapidement. Ils essaient de savoir ce qu'on a contre eux avant de donner leur version. Ils inversent les rôles. Mais la victime va finalement se signaler au commissariat. Une femme de 50 ans, encore sous le choc. Bonjour, je vous ai eu au téléphone tout à l'heure. Vous êtes le mari? C'est madame qui... Oui. D'accord. Donc qu'est-ce qui vous est arrivé? Je me suis fait agresser rapidos. J'ai même pas vu venir. C'est après que je me suis aperçue que je m'étais fait agresser, c'est tout. Il est venu, il m'a arraché le collier, il est parti. 30 secondes, même pas. Vous êtes blessé là, je vois que vous avez des traces? Oui. Donc on verra ça. Comment vous avez vécu la chose? Ben, sur le coup, rien. C'est après. Après, je me suis mis à trembler de partout. Dur, hein. Dans cet ascenseur, Samy croise un autre arracheur présumé. Il a 20 ans. Il vient à peine de sortir de prison pour trafic de stupéfiants. Appelons-le Elias. Les policiers lui reprochent d'avoir commis pas moins de 20 arrachages de colliers en un seul mois. Contrairement à celui que nous avons appelé Samy, lui a avoué les faits. À l'étage, la victime reconnaît formellement Samy, mais elle hésite à déposer plainte. Comment? Les mineurs. Oui, les mineurs. Ça sert à rien. J'aurais pu parler du... Pourquoi vous dites que ça sert à rien? Parce qu'on est un petit de son âge et franchement, J'ai j'ai mon- plus mal au cœur qu'autre chose. Si personne dépose plainte, si personne signale à la police ce qui se passe, Oui. voilà. Finalement, elle déposera plainte et l'agresseur va reconnaître les faits. Peu de temps après, seul, il craque. Présenté à un juge pour enfants, il est actuellement sous contrôle judiciaire dans un foyer pour mineurs. Ce n'est pas le cas de celui que nous avons appelé Elias. Il doit retirer ses lacets. Lui, ce qu'il attend, c'est la comparution immédiate. Avant cela, il a rendez-vous avec le vice-procureur. 6 h du matin. Cette camionnette que les policiers surnomment la charrette dépose tous les gardés à vue de la veille au tribunal correctionnel de Marseille. Des braqueurs, des dealers présumés qui se moquent des petits arracheurs. Nous, on n'est pas des arracheurs de collier, on est plus beau que ça, mon pote. Avant de recevoir Elias, le vice-procureur jette un dernier coup d'œil à son dossier.
À Marseille, le parquet a décrété la tolérance zéro vis-à-vis des arracheurs de colliers. Nous, ce qui nous inquiète le plus, c'est la violence en fait, qui est utilisée à l'égard des victimes, qui plus est sont traumatisées par ce qu'elles ont vécu, avec toujours des incapacités temporaires de travail. Par exemple, aujourd'hui, dans ce dossier, l'une des victimes, puisqu'il y en a deux, a quand même 10 jours d'incapacité temporaire de travail. Cette victime, je l'ai rencontrée. Elle ne sort plus de chez elle depuis l'agression. Elle témoigne à visage caché de peur d'être reconnue par son agresseur. Comme Louis, l'homme de 83 ans que j'avais interviewé à l'hôpital, elle m'assure qu'elle a cru vivre ses derniers instants. On était dans le parking et tout à coup, on a entendu quelqu'un qui criait, qui arrivait par derrière d'une manière assez violente. Il m'a sauté au cou. Je ne me suis pas laissé faire. Et à partir de là, quand il a vu qu'il n'y arrivait pas, il m'a fait tomber par terre en arrière. Et il a commencé à me tirer donc, par les cheveux, par la tête. Il m'a tiré le long du sol. Quand j'ai vu qu'il allait me taper, me fracasser le crâne contre le sol, là j'ai dit ça va, c'est bon, c'est bon. Il a arraché la chaîne, il est parti. Ça terrorise. Hein. C'est-à-dire qu'on dort très mal. Ensuite, dans la rue, sans arrêt, lorsque quelqu'un me serre un peu de trop près, je fais que me retourner, je suis en état de panique. J'ai mon cœur qui se met à battre très 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 fort. C'est très difficile à vivre. Retour au tribunal. Le vice-procureur va faire comprendre au suspect qu'il risque de retourner en prison. Allez, entrez. Ahmed Chafé est connu pour son intransigeance. Prenez place, maître. Jeune homme, je vois que franchement, vous allez droit au mur, là. Mais monsieur, je sais, j'ai trouvé comment sortir. Parce que quand même, c'est intriguant. En réalité, vous avez 20 ans, c'est-à-dire que vous êtes très jeune, avec 12 condamnations au casier judiciaire, excusez du peu. Bon, là, j'entre en prison, je perds tout. Ah ben, quand je ressors, il faut que je refais encore ça. Mais de toute manière, jeune homme, écoutez-moi, vous n'êtes victime que de vous-même. Il faut en fait être conscient que si vous commettez des infractions, vous allez être sanctionné pénalement. Vous devez payer la facture. Ouais, ça veut dire, ça, il faut le comprendre. Et vous voulez quoi? On vous donne une médaille? Vous voulez qu'on vous donne une médaille, jeune homme? Ah ben, la prochaine fois, je vais braquer. Voilà. Vous allez braquer? Ben, vous passez devant la cour d'assises. Voilà. Depuis que je suis sorti, je me suis toujours débrouillé. Depuis que je suis sorti, j'ai rien volé. Je crois que vous n'avez pas pris conscience du fait que c'est extrêmement grave. Le traumatisme que vous occasionnez aux victimes de fait de coller est considérable. Est-ce que vous comprenez ça, monsieur? Il est considérable. Considérable. Allez, vous signez ici, tenez. Tu as peur de la prison? Bien sûr, j'ai peur de la prison. C'est normal, j'ai peur de la prison, comme tout le monde. Je suis rentré 2 fois, ils m'ont fait la misère. Je ne vais pas vous mentir. Et donc, vous trouvez une formation et vous envoie en prison. Et après, c'est normal que vous faites plus grave. Jugé en comparution immédiate le jour même, ce jeune homme que nous avons appelé Elias a été condamné à 3 ans de prison ferme. Qui sont ces arracheurs de colliers? Pourquoi sont-ils prêts à tout pour mettre la main sur quelques grammes d'or? J'ai voulu aller à leur rencontre dans leur quartier, mais il est difficile de les approcher. Ma caméra n'est pas la bienvenue. À proximité des bars HLM, ces jeunes en scooter entreprennent de nous intimider. Je décide de revenir plus tard, le temps de trouver un guide. En attendant, c'est en suivant les policiers dans leurs enquêtes que je vais revoir de jeunes arracheurs. Merci. Ali dirige le groupe Vol-Violence. Il est sur le point d'arrêter une bande très organisée. Ben là, en ce moment, on travaille sur un 2 roues là, avec 2 individus dessus. Ils ont arraché avant-hier. Ils ont fait 3 victimes. Et la semaine dernière, 3 victimes encore. Bon, on a tout normalement. Ouais, mais regarde. L'arracheur présumé a été reconnu par ses victimes sur cette série de photos. Appelons-le Mika. 6 h du matin, Ali et son équipe partent interpeller Mika chez lui. Il vit dans cet immeuble. C'est au dernier étage. Ici.
Police. 25 mètres carrés, où vivent 4 personnes dans une grande promiscuité. Bonjour madame, c'est la police. Et où mon Et où ton frère? Le suspect n'est pas chez lui. Il est pas encore rentré? Non, je l'attends. Il vient de sortir. Non, je l'attends. Bon, ben, on l'a pas trouvé au domicile. Apparemment, il est encore dehors. Donc là, on va procéder à une perquisition. Son frère est majeur, donc il va assister à la perquisition. Il va signer avec nous le procès-verbal. Les policiers fouillent l'appartement à la recherche de preuves. Ils ne trouveront pas de collier en or, mais sur le toit, il y a un sac de planqué. L'outillage d'un arracheur. Touche pas avec les mains, regarde. Ce qu'il y a dedans, c'est à qui? De toute façon, il y en a des... D'accord. Là, tu as des gants qui sont régulièrement utilisés pour les vols à l'arraché, les vols portières, une lacrymo, comme ça tourne mal, tu vois, si la victime un peu trop... on va dire que si elle se défend un peu trop, et je crois que au fond, tu as un couteau aussi. Voilà, 6h30 du matin, la mère de Mika rentre du travail. Qu'est-ce qu'il a fait encore? Il y a des bêtises, donc on veut le retrouver. Comme bêtise? Entrez s'il vous plaît. Oui, merci, c'est gentil. Il a arraché le collier. Ma foi, il vient, ça fait même pas longtemps qu'il est sorti. Il a fait des conneries. Qui paye? Moi, je suis pas contre la loi, je suis pour. Parce que j'aime pas quelqu'un qui m'arrache une chaîne ou bien que peut-être j'ai tombe avec une crise cardiaque, peut-être la tension, peut-être le diabète. Ce que je veux pas pour moi, je veux pas pour les autres. Elle élève seule ses enfants. Elle semble désemparée par les agissements de son fils aîné. Non mais je vous l'ai dit, à compter de maintenant, on le cherche. La mère, à 6h, elle était déjà dehors, elle est partie travailler. Et puis pendant qu'elle est partie, il y a quelqu'un qui a dû la contacter pour lui dire qu'il y avait la police chez elle pour faire une perquisition. Donc elle est revenue en panique, on la voit, elle est paniquée. Elle cherche à gagner sa vie honnêtement, mais bon, derrière, il y a un de ses fils qui fait des conneries. Et derrière, c'est tout le monde qui morfle, quoi. 2 heures plus tard, celui que nous appelons Mika est arrêté. Il est transféré au commissariat de Noailles sur la Canebière. Pour tenter d'obtenir ses aveux, les policiers le placent en garde à vue dans le cadre de 3 procédures pour vol à l'arraché et d'un cambriolage. Jade va organiser ce qu'on appelle un tapissage. Lui ne vous voit pas, par contre il peut vous entendre. Une présentation aux victimes de l'auteur présumé derrière une glace sans teint. Objectif, obtenir une confirmation définitive. C'est l'homme de lumière. C'est lui. Vous êtes sûr? La deuxième victime le reconnaît aussi. Le 1, avancez. 2 pas en avant, s'il vous plaît. Voilà. Tournez-vous sur la gauche. Malgré tout, le suspect persiste à nier les faits. Il demande une confrontation avec les victimes. 2 d'entre elles acceptent, un moment très rare que nous avons pu filmer. Entre le mise en cause et 2 des victimes. Donc madame, est-ce que vous maintenez vos déclarations? Donc à savoir que l'individu ici présent est bien l'auteur de... Donc je maintiens mes déclarations. On ne regarde pas comme ça, vous me regardez bien. Oui, je te regarde. Je vous ai dit quoi? Monsieur, je vous ai dit quoi? Vous regardez pas les victimes. Tu peux me regarder, hein, comment vous pouvez persister comme ça et dire c'est moi? Mais je suis sûre et certaine. Moi, je comprends pas, c'est un truc de fou. Non mais il n'y a pas de souci, allez-y. Faites ce que vous avez à faire, il va faire ce qu'il va en faire. Et le bon Dieu, c'est lui qui juge de toute façon à la fin. Mais là, c'est pas moi, c'est pas moi. Vous allez me dire je vais aller voler, je vais aller frapper des femmes. Il y a 4 personnes qui vous reconnaissent. Et encore, tu as pété des plans, assume, fais l'homme au moins, assume-la. Tu lui, c'est ma mère. Fille de ma mère, le bon Dieu me met. Mais arrête de parler comme ça. Pourquoi? Mais arrête de parler comme ça du bon Dieu. Arrête. Moi, ce que je veux, c'est mon collier. C'est mon collier que je veux. Même j'arrache. Ça pourrait être ta mère, voilà, ça pourrait être ta mère. Ta mère, elle a pas honte de toi, ta mère. T'imagines, ça arrive à ta mère. Elle se lève tous les matins pour travailler, ta mère. Ok, connard. C'est bien fait pour toi. Il aurait dû te massacrer la gueule, encore pire. Et toi, tu sais qu'elle sort de prison, j'ai ta tronche. Mais mes fils, de la fracasse ta tête. Il y a mon mari qui t'attend là-bas, il fracasse. Mika sera condamnée à 30 mois de prison ferme. Les victimes, elles, expriment une peur. J'ai peur pour plus tard, j'ai peur ce que va devenir Marseille et je pense même à partir d'ici. Alors pour vous dire, je suis née ici et je vais être obligée de partir de la peur.
Quand les auteurs présumés n'avouent pas les faits, les policiers peuvent parfois s'appuyer sur la vidéosurveillance. 140 caméras filment en permanence les rues de Marseille. Là, on voit trois jeunes arriver. Grâce à elle, Ali, le policier, a pu étudier le mode opératoire des voleurs. Pour essayer de repérer des victimes potentielles. Ces 3 garçons sont mineurs. Regardez bien le jeune homme au t-shirt rose. C'est au dernier moment qu'il va s'en prendre à cette passante et lui arracher son collier. La victime n'a pas le temps de réagir. Les voleurs prennent la fuite. L'enquêteur Ali les arrêtera le lendemain. Je tente une fois de plus de rencontrer ces arracheurs de colliers. C'est par l'intermédiaire de Saïd, un ancien braqueur repenti, que je vais pouvoir les interviewer. Il me donne rendez-vous dans le 3e arrondissement de Marseille. Dans certains quartiers, le chômage des jeunes dépasserait les 50%. Saïd est aujourd'hui commercial pour un groupe de hip-hop. Il vend des t-shirts et a repris des études. Les bêtises, dit-il, c'est derrière lui. Grâce au bon Dieu, j'essaie de me réinsérer, rentrer dans la ligne de droite, passer mon diplôme. Et voilà, j'espère que tout va bien se passer. À l'extérieur du magasin, Saïd repère de jeunes arracheurs qu'il connaît. Ils ont entre 15 et 19 ans, tous en échec scolaire. Sans la moindre hésitation, ils vont m'expliquer comment ils opèrent, à 2 sur un scooter. Un regarde de ce côté, l'autre regarde de ce côté, dès que ça me voit une, ça s'arrête à côté d'elle. Et derrière, il descend, ça la prend, ça remonte sous scooter, ça part. Ou sinon, vitre ouverte, feu rouge, ça s'arrête, tu la prends, tu pars, tout simplement. C'est simple, hein? C'est ça c'est l'argent très facile. À l'abri des regards, l'arracheur nous montre son butin du jour, 500 €. L'argent de ceux qu'il appelle le zéléra. Et voilà. À Marseille, vous savez comment on appelle ça à Marseille? Les zéléra, pour ceux qui connaissent. C'est quoi? C'est les chaînes en or. On dit zéléra pour pas que les gens ils comprennent, on dit aux chaînes en or. Dès qu'on passe à côté d'elle, on dit on veut la zéléra qu'elle a. On va pas vers la Belle de Mai, on va vers le Prado, ou vers Perrier, vers Castellane, là. Les gens de Bourges qui sont là. Ah ben nous, on leur casse le moral et on se remonte le moral à nous. Est-ce que tu as conscience qu'un jour ça peut tomber mal? C'est-à-dire que tu peux tirer un collier à quelqu'un, il tombe, il meurt? Ah oui. Ce sera le destin. D'autres arracheurs se greffent à la conversation. Je vais comprendre pourquoi ce qu'ils appellent le zéléra, l'arrachage de collier, est devenu leur sport favori. Tu sais que tu t'arraches? Eh ouais. Eh ouais, ça rapporte beaucoup. L'or, c'est... ça rapporte. C'est le nouveau phénomène ou quoi? Eh ouais, c'est ça, hein. Tous les jeunes du quartier, toujours tous. Ça part en scooter, ça tourne dans les quartiers. Et voilà, ça pète les chaînes en or. Hein. Vous n'avez pas conscience de la violence du geste? Moi, allez, on pense pas à ça, nous on pense qu'à l'argent. Mais on peut, des fois, on préfère le faire avec plus de délicatesse, mais après si on voit que la personne... Elle veut pas lâcher l'affaire. On lui fait lâcher l'affaire. Voilà. Exactement. De quelle façon? La violence? Ah oui, violent. Moi je vise qu'un truc. Je m'en fous de la frappe, je sais pas quoi. Moi je vise un truc. Je prends de la chaîne et partir. C'est tout. Qu'est-ce qui a fait que ça a augmenté encore plus? Il y a beaucoup d'acheteurs qui disent ouais, ramène-nous de l'or, ramène-nous de l'or. Avant c'était les téléphones et tout. Maintenant ça marche plus avec l'or et tout, avec les chaînes en or et tout. Certains arracheurs marseillais affirment gagner jusqu'à 3 000 € par jour. Pas de voleurs sans receleurs. À Marseille comme ailleurs en France, la loi vient de changer. Depuis 1 an, les bijoutiers sont tenus de racheter l'or qu'on leur présente par chèque ou virement bancaire. Les transactions laissent désormais des traces. Alors, des receleurs ambulants sont apparus. Ils opèrent en pleine rue et ils achètent cash. Pendant 2 mois, Ali, le policier, et son groupe les ont photographiés. Bon là dans un premier temps on les voit là, tous les receleurs ils sont un peu dispersés un peu partout dans la rue. Et puis là d'un coup là il y a un individu qui arrive apparemment pour leur proposer quelque chose à vendre. Ces receleurs ont été arrêtés. Ils rachetaient l'or aux arracheurs 10 fois moins cher que ne l'aurait fait un bijoutier. Ouais donc là il est en train de lui remettre un collier, on le voit bien, il est épais en plus.
Là, il passe le bijou à son collègue, là, qui le pose là-dessus. On le voit, là, qui tient l'objet dans sa main droite, là. C'est une balance ou quoi, là, pour peser. Pendant que lui, il vérifie autre chose. Il vérifie quoi, la qualité de l'or, pour voir si c'est de l'or ou non. Et... Par rapport aux bijoutiers, comment est vendu l'or ici? Alors, par exemple, un collier comme ça, bon, il est vraiment épais, là, il peut se négocier autour de 500-600 €. Et normalement, un collier comme ça, il se vend facilement 4 000-5 000 €. Hein. Et qu'est-ce qu'ils font de cet or en général, vous avez une idée? Alors là, il y a une partie qui doit partir certainement chez les bijoutiers du secteur, hein, qui connaissent très bien. Une partie, à mon avis, qui doit partir au Maghreb. Que devient l'or des colliers arrachés? Où les receleurs échangent-ils leurs acquisitions contre de l'argent comptant? Pour poursuivre l'enquête et remonter la filière, je quitte Marseille et me rends au Maroc. Casablanca, la capitale économique du pays. C'est ici que certains receleurs revendraient les colliers arrachés. Au Maroc, plus encore qu'en Europe, le marché de l'or connaît une flambée sans précédent. Le gramme se négocie jusqu'à 48 €, 2 fois plus qu'en France. Selon nos informations, la revente des colliers se fait dans ce marché. Muni d'une caméra cachée, je me rends dans une échoppe avec 2 chaînes en or dont j'ai cassé le fermoir afin de laisser croire qu'elles ont été volées. Salam alaikum. Les 2 premiers. Tu as un reçu? Ah non, j'ai pas de reçu. Ils viennent de France, mais d'où? Marseille. Et tu en as combien? Là, j'en ai 2. C'est tout? Ah non, j'en ai d'autres. 10, 15. Donne-moi ce que tu as. Allez, je t'en rapporte 10. Écoute, je peux faire affaire avec toi? Oui, et en France, je peux m'en procurer 1 kilo si tu veux. D'accord, d'accord. 1 kilo d'or que ce bijoutier se dit prêt à m'acheter, 30 000 €. Je repars en prétextant un délai de réflexion. Un peu plus loin, une autre échoppe. Ce vendeur n'est pas non plus très regardant sur la provenance des colliers. 6 900 dirhams. 6 900 ? Soit pas moins de 690 € pour mes 2 chaînes. Avec la facture, ça l'a fait. T'as pas de facture? Ouais. C'est pas grave, monsieur. De toute façon, ça va à la casse. On va les fondre. Après les avoir fondus, on en fait d'autres bijoux. On les fait poinçonner par la douane et on les met en vitrine. De nombreux bijoux de cette vitrine sont peut-être issus de colliers arrachés à Marseille et refondus à Casablanca. Écoute, rassemble-moi tout ce que tu as et reviens me voir pour qu'on conclue l'affaire. Arracheur, receleur, bijoutier. 3 étapes pour un trafic qui s'avère de plus en plus rentable. Retour à Marseille. Les arracheurs vivent souvent dans les mêmes cités que les petits caïds qui contrôlent le trafic de drogue. Sont-ils liés? Je me rends avec Saïd, le braqueur repenti dans la cité où il est né. Impeccable, rien à dire. Frévalon est l'un des quartiers les plus sensibles de Marseille. Sans l'ami d'enfance de Saïd, Maliano, nous n'aurions jamais pu filmer ici. Si une caméra est bien seule, la Frévalon, elle se fait canarder. Je pense pas comme ça ici. En guise de bienvenue sur ce qu'ils appellent leur territoire, les jeunes du quartier nous ont préparé une parade et font ronfler les moteurs. Je demande à Saïd et Maliano si l'arrachage de bijoux n'est pas une première étape dans le parcours d'un délinquant. En vérité, c'est simple. En vérité, c'est simple, ça va se faire en 5-6 mois, pas plus. En vérité, tu commences par quoi? Tu commences à arracher, comme on disait tout à l'heure, les alara. Tu commences à arracher les chaînes. Dès que tu as arraché les chaînes, tu vois que c'est du gâteau. Tu commences à vendre des barrettes. Dès que tu as vendu des barrettes, tu commences à vendre de la poudre. Tu
Tu vois, dès que tu as vendu de la poudre, je commence à voir que l'argent, ça se fait. Je vais te dire, je commence à voir que ça rentre un peu moins et tu montes sur les bracos. Les bracos, c'est une source sûre. Tu vois. Après, une fois que tu as fait ça, après la catégorie au-dessus, je laisse le saumon de vous expliquer une fois qu'on a fait tout ça. Parce que là, après, c'est le summum. Tu vois, une fois que tu as fait ces 5 trucs, tu es arrivé au braco. Après, c'est une étape. Tu vois, mais déjà, rien que ça, c'est le summum. Mais lui, il va vous expliquer ce qu'il y a après. La conversation va prendre une autre dimension. L'ami de Saïd me parle de règlements de compte liés au trafic de drogue. Ceux-là même qui ont fait 15 morts depuis le début de l'année et qui donnent à Marseille son visage sombre et violent. Quand tu fais de l'argent sale, exemple, je vais sortir un exemple. Il y a un charbon ici, il y a un charbon là-bas. Le charbon d'ici, il marche plus que le charbon de là-bas. Le gérant de là-bas, il commence à péter un plomb, il commence à me voler mes clients. Je sors un exemple, hein. Moi je vais dire, comment ça me vole mes clients? De là, voilà, ça part de là, allez. Et maintenant, comme ça ne se sert plus des mains, c'est direct. Quoi? Le gun, frère. La Kalachnikov? Ah, arme de guerre, hein. Dans cette enquête, j'ai découvert que l'arrachage de colliers et le trafic de drogue étaient 2 business bien différents. Mais les arracheurs, la plupart mineurs, risquent de basculer dans le grand banditisme. En attendant, certains jeunes des quartiers luttent contre cette fatalité. Place Jean Jaurès, au cœur de Marseille, le terrain de prédilection des arracheurs. Je rencontre les Sbatata, un collectif de rappeurs qui a écrit un morceau sur l'arrachage de colliers. Ramène tout ta clique, on la fume comme mestique. De l'envoyer à la faquille, tu vois tout ce qui s'est passé. C'est le crime, baby, on a trop arraché de colliers. Les carmes et le panier, tu trouveras. Les Sbatata savent de quoi ils parlent. Certains sont d'anciens arracheurs, beaucoup ont fait de la prison, quelques-uns sont encore sous contrôle judiciaire. Tous se sont rangés grâce à la passion du rap. On incite les jeunes à s'en sortir, c'est ça. C'est ça, regardez, il y a des preuves de toute façon, il y a des mecs de la rue qui réussissent. Il y a comme des rappeurs, des footballeurs, des boxeurs, des médecins, des avocats, des... Tout, il y a tout. Là on arrive dans les studios de Street Kids, là on va aller voir Soprano. Ce soir, les Sbatata ont rendez-vous avec une voix célèbre du rap marseillais, Saïd, dit Soprano. Tout en restant marseillais, tu attaques Paris. On est là, famille. Tranquille. Une star qui fait figure d'exemple à suivre pour ces jeunes. En marge de leur rencontre, je décide de les faire réagir sur l'agression de Louis, le grand-père roué de coups, pour un collier en or. Je vais vous montrer quelque chose. Est-ce que pour une paire de baskets, on peut en arriver là? J'avais une grosse chaîne, moi, avec les brillants de ma pauvre femme. Et puis je me retourne pour pouvoir me donner un coup de poing. Ah, ils n'ont aucune valeur qu'ils ont fait ça. Ils n'ont pas de principe, pas de valeur. Tu fais pas ça à un vieux. Il faut sortir d'HP ou je sais pas, même tu sors d'hôpital psychiatrique, tu fais pas ça. Pourquoi? Pour une paire de baskets, 150 €, 200 €? C'est n'importe quoi, wallah. Nous, on ne cautionne pas ça, on n'aime pas les gens comme ça. Ça peut être mon père, tu vois ce que je veux dire? Ça peut être ma mère. Et ça, qu'elle soit blanche, qu'elle soit noire, qu'elle soit arabe, c'est pareil, hein, on s'en fout. Si tu fais ça, c'est comme si... Ça veut dire que tu n'aimes pas ta mère, tu n'aimes pas ton père, tu n'aimes pas... Tu vois ce que je veux te dire? Ça veut dire que tu es capable de cracher à la figure de ton père ou ta mère. Ou même le père de ton meilleur pote. Et on espère vraiment que ça s'arrête. Déjà, nous, que ça s'arrête les calaches, parce qu'il y a beaucoup de mamans qui pleurent, des frères. Nous, ça c'est quelque chose que nous, à Marseille, on souffre beaucoup. C'est le dernier jour de mon reportage dans ma ville natale. Une marche silencieuse est organisée en hommage à Julien, un jeune homme de 26 ans tabassé à mort pour avoir regardé de travers un autre jeune de sa cité. Les rappeurs se joignent au cortège. En tête, des femmes, pour la plupart des mères de famille. Certaines ont perdu un des leurs. La maman de Julien ne parvient pas à contenir sa douleur. Julien! C'est pour toi! Julien! Je termine ce tournage avec un sentiment de malaise. La violence, celle des arracheurs de colliers, celle des petits caïds,
et celle des gangsters, cette violence est sur le point de devenir ordinaire.